Bonjour, bienvenue à cette rencontre-conférence du Hub créatif de Verviers. Le Hub créatif de Verviers est une initiative de la ville de Verviers et de l'Interface à l'Université de Liège, et plus particulièrement de Liège Créative. Le Hub est un connecteur d'acteurs du territoire afin de faire émerger des projets et des solutions créatives et innovantes sur notre territoire. Alors, merci de nous avoir rejoints si nombreux ce matin. Cette rencontre-conférence est née d'une carte blanche apparue début juillet et fait suite à un débat sur Vedia. Alors, cette carte blanche est portée par plusieurs acteurs du territoire et a pour objectif de repenser le développement de notre territoire à l'échelle des 20 communes francophones de l'arrondissement de Verviers et de définir une vision commune afin de construire ensemble un territoire en transition plus résilient. Alors, pour nourrir cette réflexion, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui les personnes sources de cette carte blanche. Vincent Laviolette, coordinateur du RATAF, réseau alimentaire de l'arrondissement de Verviers. Daniel Richard, président de la SBL SICMOON, association rassemblant les forces vives verviétoises. Roger Hoffmann, président de J'aime entreprendre, un groupement d'entreprises et dirigeant de l'entreprise Hoffmann et Dupont, et Alain Botton, président de l'instance Bassa. Mais ce matin, nous devions accueillir également une personne inspirante pour notre territoire, Olivier de Scuter, qui est professeur de droit international à l'Université de Louvain. Il a occupé le poste de rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation aux Nations Unies et est actuellement rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Il vient de nous envoyer un mail il y a 15 minutes comme quoi il était toujours au Conseil des droits de l'homme à Genève et ce conseil s'éternise. Il va essayer de nous rejoindre, mais ce n'est pas certain pour cette rencontre-conférence. Alors, pendant toute cette rencontre-conférence, vous allez pouvoir poser toutes vos questions, mais également nourrir la réflexion via l'onglet « Converser ». Toutes vos questions et réflexions seront collectées et remises aux personnes sources de cette carte blanche. Ces questions, en fonction de leur redondance, vont être remontées aux orateurs. Et pour débuter cette rencontre-conférence, nous allons vous demander de vous projeter dans le futur, quelques minutes, et de réfléchir à un mot que vous souhaiteriez associer au mot arrondissement de Verviers dans le futur, donc c'est-à-dire d'ici 2025. Alors, il faut savoir que WooClap est un outil qui fonctionne comment? On a les mots qui sont les plus redondants, donc qui sont les plus cités, sont les mots écrits en plus grand. Donc, on a le mot principal qui est la transition, l'innovant, innovant également, moderne, vivant, vert, énorme, économie circulaire, résilience, positif, potentiel, on a du potentiel. Alors, nous avons aussi transition. Voilà les mots qui sont les plus cités. Alors, je vous propose de démarrer cette rencontre-conférence en donnant la parole à une première personne source de ce projet. Cette personne s'appelle Vincent Laviolette. Donc, comme je l'ai dit, il est coordinateur du RATAF, réseau alimentaire de l'arrondissement de Verviers. C'est une personne qui va aujourd'hui nourrir notre réflexion sur cette question et je vais peut-être lui céder la parole. Voilà, donc oui, mais donc qu'est-ce qui a un peu sous-tendu l'écriture de cette carte blanche? On l'a déjà répété plusieurs fois, mais c'est un ensemble de questions qu'on peut résumer à 3-4 comme celles qui sont ici sur le slide. Le moment coronavirus a évidemment été un moment un peu déclencheur où on s'est dit, OK, on vit une situation de crise assez particulière, ce sera sans doute pas la dernière. Est-ce qu'on est capable en tant qu'arrondissement de Verviers, et on va parler très vite de cette notion de territoire, est-ce que l'arrondissement de Verviers est un territoire pertinent? Toujours est-il que c'est notre biais, c'est notre porte d'entrée. Est-ce qu'il est capable de se prendre en main, d'être plus autonome et plus résilient par rapport aux crises qu'on appelle systémiques, donc les crises du système actuel, qui sont annoncées pour le futur, le coronavirus étant un petit avant-goût. Pour ce faire, est-ce que l'arrondissement de Verviers s'est défini une vision de son futur ou pas?
Si oui, laquelle? Est-ce qu'ils collaborent éventuellement avec les territoires voisins ou les schémas de développement qui le concernent et qui peuvent avoir été écrits par d'autres? Voilà le genre de questions que je vais aborder rapidement, hein, parce qu'on n'a qu'un quart d'heure. Mais évidemment, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas. Et donc, l'arrondissement de Verviers, ben, c'est celui qui est en bleu. Là, c'est évidemment une carte de la province de Liège, qui est entouré par trois autres, enfin, il a trois territoires voisins dans cette province, qui ont toutes un schéma de développement. Wiwarem depuis 2014, Liège depuis 2017, et la communauté germanophone en est à sa troisième version. Et donc, répondre à la question, est-ce que l'arrondissement de Verviers a une vision de son futur? Mais pas vraiment. En fait, il y a trois axes d'action qui ont été définis par l'ASBL Région de Verviers, qui est la conférence des bourgmestres qui réunit les 20 communes de l'arrondissement de Verviers, ainsi que tous les élus aux différents niveaux de pouvoir, Fédération Wallonie, Bruxelles ou Wallonie, qui habitent dans le territoire, et quelques autres représentants pour faire un équilibre. Je ne connais pas la règle de répartition dans cette ASBL, mais il y a une trentaine d'élus, je pense, qui la composent. Et donc, il y a trois axes d'action, mais il n'y a pas vraiment une vision à proprement parler. Mais il faut dire aussi que l'arrondissement de Verviers, comme les autres arrondissements de la province, est concerné par une démarche que la province de Liège a menée en 2015-2017 et qui a mené au schéma provincial de développement territorial, qui lui était concentré sur quatre grands axes, hein, qui sont repris ici sur la droite. J'invite toutes celles et ceux qui ne connaissent pas ce schéma à aller en prendre connaissance sur le lien qui est en haut à gauche de mon slide, parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes qui sont décrites. Ce travail a été mené dans la durée avec tous les élus locaux de l'époque, des acteurs du développement territorial également, et un consortium belgo-français qui a finalisé le tout dans un document très intéressant et dans lequel on retrouve notamment toute une série de cartes. Revoici la province de Liège redessinée et notre arrondissement de Verviers qui en fait est découpé en 5 sous-territoires. Donc, dans ce schéma provincial, toute une série de définitions de territoire en fonction de leur identité géographique, mais également de leur réalité économique, etc., ont été identifiées. Et on remarque que l'arrondissement de Verviers, ben, il est composé de 5 sous-territoires dans ce schéma en question, qui sont tous concernés par des projets différents. Donc il faut savoir que ça existe. Une question qu'on peut se poser, c'est de savoir si l'ASBL Région de Verviers ou l'arrondissement de Verviers au sens large s'est approprié collectivement le travail de ce schéma provincial de développement territorial ou pas. Donc, toutes les communes ont dû se prononcer sur ce schéma, mais la question que moi je me pose, et la réponse est plutôt non, est-ce qu'il y a eu une appropriation ensemble de ce que ce schéma proposait comme piste de projet ou d'action sur les 5 sous-zones? Alors, juste un exemple de projet qui est repris dans ce schéma, on en a parlé récemment, c'est la Transvesdrienne, qui va fort heureusement d'ailleurs recevoir des fonds pour être concrétisé d'ici peu. Et voilà un des projets qui est décrit dans ce schéma en question. Je ne vais pas aller plus loin concernant ce schéma, tout simplement dire qu'au-delà des trois actions que l'ASBL Région de Verviers a décidé de mener, il y a également celle du schéma provincial de développement territorial. Donc, la question concernant cette définition d'une vision que nous souhaitons, nous, acteurs de la carte blanche, à l'échelle de l'arrondissement de Verviers, c'est de se dire, OK, est-ce que le territoire est pertinent? On est sur un territoire administratif. Comme je l'ai dit, notre biais, c'est de prendre ce territoire parce qu'en fait, comme il n'a pas de schéma ni de vision, on considère que c'est une zone blanche ou une zone noire, on le dit à chaque fois qu'on intervient. Et donc, c'est sans doute une chance de pouvoir se dire, il y a un vide à remplir. Le coronavirus nous amène à se poser des questions. On n'a pas de guide sur la durée, si ce n'est les actions sur la législature actuelle. C'est peut-être intéressant d'en profiter pour écrire justement cette vision sur les 20 communes. Maintenant, écrire une vision, ça va titiller, et dans le nuage des mots-clés, tous ces mots sont sortis, des notions telles que développement durable, telles que transition, telles que résilience. Clairement, se définir une vision commune, c'est d'abord s'accorder sur les mots qu'on va utiliser pour définir la vision. Or, ça ne va pas être mon propos ici, j'ai eu l'occasion de le faire lors d'une autre conférence au CEPAC,
Il y a 36 manières de définir et donc de concrétiser le développement durable, de concevoir la transition et la résilience également. Donc, aujourd'hui, clairement, je pense que si on devait poser la question à tous les participants, on aurait presque autant de définitions qu'on a de participants. Or, si on veut définir une vision et un projet commun, il faudra s'accorder sur ce qu'il y a derrière les mots. Une question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est passer de l'humilité de la enfin plutôt du triomphalisme de la soutenabilité, désolé, j'assume les mots choisis, à l'humilité de la résilience. N'est-ce pas opportun? N'est-ce pas nécessaire? N'est-ce pas urgent de le faire vu la situation? Voilà, c'est une question, je n'ai pas la réponse, mais que je mets en pâture et qui pourra peut-être alimenter les réflexions futures. Alors, je vais me concentrer principalement sur le territoire, je vais faire vite. Le territoire, ben, vous le connaissez tous, maintenant il y a des externes à l'arrondissement de Verviers qui le connaissent peut-être un tout petit peu moins. Donc, c'est une vingtaine de communes, 210 000 habitants à peu près. Un territoire assez grand, 80 km du nord au sud et 35 d'est en ouest. Territoire qui est divisé par des frontières naturelles. Alors, il y a la ligne de crête qui est quasi en ligne droite des Hauts-de-Fagne et il y a la vallée de la Vesdre. Ce qui fait que, ah oui, alors dans ce territoire, pardon, il y a évidemment des communes qui sont situées en périphérie, qui auraient tendance à se tourner vers les territoires voisins. C'est le cas de Holne vers Fléron-Liège, c'est le cas d'une partie de Stoumont vers Éwaille, une partie de Lierneux ou tout Lierneux vers plutôt Vielle-Sam-Saint-Vite. Mais il y a également des communes voisines qui sont connectées naturellement à notre territoire. Donc, il est évident que quand on parle de la définition d'un projet de territoire, l'idée n'est pas de faire son petit Trump local et de faire un mur tout autour de ce territoire. Les territoires sont par essence poreux. Le problème, c'est d'avoir une identité de territoire par rapport à celle que ses voisins ont choisi d'avoir. Et donc, c'est un peu ça l'enjeu aujourd'hui. Et donc, clairement, il y a des communes au centre du territoire qui se sentent bien intégrées dans ce territoire, d'autres qui sont en périphérie et donc qui sont un peu à cheval. C'est tout à fait naturel et normal, évidemment. Donc, dans ce territoire, vous le savez aussi, il y a deux territoires très typés que sont les bocages, enfin, le plateau de Herve, et puis plutôt l'Ardenne ou la Haute-Ardenne avec les forêts et les fagnes, avec au milieu la vallée industrielle bien connue. Donc, la question toujours, est-ce que ce territoire est pertinent? Pour y répondre, on pourrait, dans la durée, questionner le concept de biorégion, qui est un concept assez bien utilisé à l'étranger, très peu en Belgique. Alors qui évidemment répond à différentes définitions. Quand on dit biorégion, on aurait tendance à comprendre une région qui, au niveau naturel, environnemental, géographique, est relativement homogène. L'idée assez classique, enfin l'exemple assez classique d'une biorégion homogène sur le plan naturel, c'est par exemple un bassin versant. Et là, je fais référence notamment à la Biovallée, en Drôme, qui mène un projet de transition et de résilience autour de la Drôme. Il y a une grande homogénéité apparente, évidemment, autour de la Drôme. Néanmoins, les communes extrêmes, Die et Cray, sont quand même dans des réalités qui sont elles aussi différentes, même si elles sont réunies par la Drôme. Donc, l'homogénéité d'un territoire est évidemment importante, mais il faut aussi que ce soit un territoire suffisamment diversifié pour pouvoir couvrir les besoins fondamentaux de ses habitants. Et donc, une biorégion trop fermée sur elle-même et trop restreinte ne pourra pas répondre aux besoins fondamentaux. C'est en ça que moi, je pense personnellement, et je pense qu'au RATAF, on partage tous cette idée, c'est que le territoire à l'échelle de l'arrondissement de Verviers est pertinent, parce que même si le pays de Herve a son identité, et je vais prendre la zone autour de Malmedy à la sienne, il est clair qu'il y a des connexions entre les deux. Tout récemment, il y a une ligne de bus qui relie Butchenbach à Timistère en passant par Malmedy et Verviers. C'est quand même un axe de développement au niveau de la mobilité douce qui vient s'ajouter à tout ce qu'on essaye de développer en termes de mobilité, qui relie le nord et le sud, ou le sud et le nord. Et donc, les gens de Malmedy et environ, s'ils veulent aller rapidement à Bruxelles en prenant le train, le plus simple, c'est que ce sera de prendre ce bus et puis de prendre le train à la gare de Verviers. Et donc, je pense que pour répondre aux besoins fondamentaux, au-delà d'autres besoins, je ne vais pas rentrer dans le détail, le territoire de l'arrondissement de Verviers couvre une très grande partie de ceux-ci. Et donc, une biorégion, c'est repenser l'échelle de son territoire, c'est repenser l'impact des activités économiques que l'on fait, les choix que l'on prend.
Je vais prendre un exemple évidemment assez caractéristique ou symbolique, c'est l'approvisionnement énergétique. Choisir d'être fourni en électricité avec une centrale nucléaire qui est à Tihange, nous n'y envoyons rien, sauf de temps en temps des nuages de vapeur de loin quand on circule sur les hauteurs. Quand on redécide de redéfinir, de se réapproprier ses besoins fondamentaux, c'est beaucoup plus impactant de se positionner par rapport au positionnement d'éoliennes notamment, qui, elles, évidemment, vont avoir un impact direct sur le territoire que nous habitons. Et donc, travailler en biorégion, c'est accepter de faire des choix qui ont un impact direct sur le territoire dans lequel on vit. Et donc, on devient coproducteur d'un territoire dans lequel on habite et pas uniquement un usager et un consommateur. Et donc, allier homogénéité et diversification suffisante, c'est important, sachant que le but n'est pas de couper les ponts avec les territoires voisins, mais de limiter les échanges, parce que l'objectif est notamment de limiter les distances parcourues pour tous les besoins fondamentaux. Et donc, c'est concentrer au maximum les échanges sur un territoire pertinent et évidemment les amplifier ou les maintenir au maximum avec les territoires voisins pour tout ce qu'on ne possède pas dans son propre territoire. Et donc, une biorégion ne vit jamais seule, elle s'assemble aux biorégions voisines, il y en a des plus petites, il y en a des plus grandes. Moi, je pense que ça vaudrait la peine qu'on réfléchisse le territoire à l'aune de ce concept que j'ai rapidement brossé ici. Et donc, on est sur une échelle administrative qui est une zone sans projet. Est-elle compatible avec le concept de biorégion? La question est posée, ce n'est pas à nous d'y répondre, l'objectif sera peut-être de le faire par la suite. Et donc, c'est aussi toujours le problème de l'identité. Souvent, quand on dit on va mener un projet commun, les gens se réfèrent à qui ils sont, d'où ils viennent en termes de culture, de folklore, etc. Et je reprends une région que je connais bien, qui est Malmedy, c'est parce qu'on a une réunion vendredi, encore on a parlé de ça. Malmedy et Stavelot, la Létaré et le carnaval de Malmedy, ben voilà, deux fêtes très importantes dans la région qui sont plus que ça, qui ont plus de 500 ans chacune, même plus de 600 je pense. Si l'identité, ce n'est que se tourner vers son passé, on ne se réfère qu'à ses racines. C'est important, les racines, pour être ancrées dans le sol, mais ce n'est pas ce qui va permettre aux fruits du futur de germer. Et donc, l'identité, c'est aussi se dire quel est le projet qu'on peut avoir en commun. Maintenant, un territoire peut se définir aussi, pour terminer sur ce slide-là, avant d'anticiper sur le suivant, c'est une taille pertinente, ni trop grand ni trop petit, j'en ai un petit peu parlé. C'est aussi un certain nombre d'habitants, ce sont des questions qui se posent, mais surtout, c'est le, j'ai envie de dire, contrôle social, et c'est un peu la référence à ce que je faisais tout à l'heure, j'insiste à nouveau, c'est les décisions qu'on prend localement, quel impact ont-elles, quelles sont les conséquences qu'on en a, est-ce qu'on sait les mesurer et quelque part les réguler parce qu'on en a un certain contrôle social. Donc, on est beaucoup plus responsable des décisions qu'on prend quand elles impactent directement notre territoire et qu'on n'externalise pas ces décisions, un peu comme aujourd'hui les pays occidentaux diminuent leurs émissions de gaz à effet de serre en les délocalisant en Asie ou ailleurs. C'est assez facile évidemment de se dire, moi mon bilan il est clair, mais en fait je fais porter le chapeau par d'autres pays à qui je demande de faire des efforts, mais j'ai délocalisé mon impact en l'occurrence. C'est un peu la même notion qu'on a ici. Et donc, la pertinence du territoire, pour moi, c'est plus se tourner sur le futur que l'on veut se créer ensemble, et donc le projet commun basé sur des valeurs communes, et ça c'est pour moi très fondamental. C'est ce qu'on réfléchit régulièrement au niveau du RATAV également. Si on ne définit pas les valeurs sur lesquelles on va construire toutes les actions à mener, tôt ou tard, le projet il éclate parce que dans la concrétisation des actions, comme on n'est pas raccord sur ce qui fait les fondamentaux de l'action à mener, il y a un moment où on se rend compte qu'on n'est pas dans la même vision du futur. Donc, créer cette identité basée sur le projet commun et la vision commune, ça prend du temps, ça donne l'impression qu'on n'est pas dans le concret. Pourtant, c'est excessivement concret parce que c'est ce qui permet à la concrétisation future de se faire beaucoup mieux, dans beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus d'harmonie, et donc d'être beaucoup plus rapide dans la concrétisation parce qu'on doit beaucoup moins arbitrer les choix qui suivent. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a une tendance à oublier. Je veux du concret, je veux du concret, je veux du concret. Donc, je veux des choses qui sortent de terre. Je veux des choses sur lesquelles je peux mettre mon logo parce que je l'ai financé. OK, c'est important.
Mais faire pour faire et continuer à mal faire, ben, il ne faut pas s'étonner qu'on reste dans le monde d'avant. Or, l'idée ici, je pense, et nous pensons du côté du RATAV, que c'est préparer le monde d'après. Alors, le monde d'après, on ne sait pas exactement comment il sera écrit, mais s'il y a cette volonté de définir des valeurs communes qui seront différentes pour le monde d'après que le monde d'avant, clairement, le monde d'après sera différent. Et donc, j'ai insisté, je le refais à nouveau, sur l'homogénéité d'un territoire, mais sa diversification, permettre la couverture maximum d'un besoin fondamental pour le plus grand nombre, c'est en soi une valeur, puisque ça devient réellement une balise importante pour le projet du territoire. Alors, je termine avec le avec qui et le comment, puisqu'on nous dit vous êtes la personne source, quel est votre projet? En fait, notre projet, il est assez restreint à ce stade, l'objectif n'étant pas d'avoir une feuille de route qu'on impose à tout le monde ou qu'on propose à tout le monde et puis il y en a qui ont envie de la suivre et puis ceux qui n'ont pas envie, ben, tant pis pour eux. Non, non, c'est pas du tout ça. Donc oui, clairement, le réseau alimentaire, Signum, J'aime entreprendre et l'instance bassin sont à ce stade des personnes sources d'un projet, mais ce projet ne pourra pas se faire sans toute une série de structures ressources. Alors j'en ai listé tout un ensemble qui sont sur la carte là, c'est tout à fait non exhaustif. Celles que j'ai reprises sont celles qui sont proches de tout ce qu'on peut nommer, reprendre dans le jargon d'animation territoriale. Donc il y a le GAL du Pays de R qui m'emploie, il y a l'ADL du côté de Plombières, Welkenrath et Lonsen, il y a tous les centres culturels, il y a évidemment le hub créatif, il y a Changeons demain dans le sud, il y a le Cercle Intermins, il y a J'aime entreprendre, il y a des parcs naturels, voilà. Ça, ce sont une série d'acteurs que nous, on souhaite rencontrer. On va d'ailleurs rencontrer tous les centres culturels fin du mois pour les inviter à réfléchir ensemble sur comment amorcer la suite et comment organiser une nouvelle gouvernance territoriale en mettant autour de la table les acteurs associatifs, les entreprises et évidemment les élus. Ils sont volontairement pas cités ici. Je l'ai cité en entrée de jeu, c'est l'ASBL Région de Verviers, qui pour nous est évidemment un acteur indispensable dans cette dynamique. Mais l'idée ici, c'est de faire bien passer le message qu'il y a une volonté de citoyens de se retrousser les manches et de s'associer autour d'un dispositif à mettre en place, un dispositif dont l'objectif serait de réseauter les acteurs, de fluidifier leurs relations, de faciliter leur collaboration, un dispositif qui ne va pas chapeauter l'existant, mais qui va plutôt aider toutes les structures existantes à mieux collaborer, mieux fonctionner, et donc être plus efficientes sur un projet de territoire commun. Et donc, un petit canevas très rapidement brossé, ce serait de mobiliser ces personnes ressources, donc les rencontrer, organiser avec elles un événement tout public, par exemple un forum citoyen. Alors, il n'y a pas d'agenda précis, mais ça pourrait être au printemps 2021, et mettre en place, alors les termes sont à choisir, mais moi j'ai appelé ça des structures de gouvernance par thématique. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau du réseau alimentaire, mon collègue Renaud et moi avons comme objectif rapidement de mettre en place un conseil de politique alimentaire, qui est d'ailleurs un projet qui est repris dans la déclaration de gouvernement, du gouvernement wallon, hein, donc c'est un objectif à l'échelle de la Wallonie. On voudrait en mettre un rapidement en place. Et ça pourrait être un exemple inspirant pour d'autres conseils de politique énergétique, par exemple, de politique culturelle, par exemple, etc. Mais on peut leur donner le nom qu'on veut. Et alors, ces conseils en question auraient des missions relativement classiques quand on commence à faire de la planification territoriale, à savoir évidemment faire un peu un état des lieux des ressources, mais également des vulnérabilités, puisque ce qu'on a dit, la porte d'entrée, c'est en quoi sommes-nous vulnérables aujourd'hui et dépendants, nous, arrondissement de Verviers. Donc, mettre le doigt sur nos vulnérabilités et celles qu'on peut gommer en se réappropriant toute une série de choses et en devenant plus autonome. C'est aussi et surtout se projeter dans le futur avec une vision du futur à 20 ans, un futur souhaité, une redéfinition des valeurs qui sont nos fondamentaux. Et là, c'est un travail très important, mais également se mettre dans un changement de posture. Et là, ça concerne tout le monde. On est trop souvent entre soi et dans une manière de fonctionner en réaction au vis-à-vis, que ce soit sur le plan politique, que ce soit dans le fonctionnement des entreprises ou le fonctionnement associatif. Il y a une valeur de fond qui est le capital confiance qu'il faut régénérer. Ça ne sera possible que si on accepte de se remettre en question et qu'on change de posture. Et puis derrière tout ça, évidemment, il y aura tous les défis, les objectifs et les projets qu'on pourra mener.
voilà un peu un semblant de feuille de route qu'on souhaiterait soumettre aux personnes ressources qu'on va tout doucement rencontrer et qu'on invite à rejoindre, enfin, à rejoindre le mouvement. Donc, il est clair que nous, l'objectif, c'est d'éviter d'en oublier, mais qu'il y a aussi, il y va de la responsabilité de chacun de dire, moi, je pense avoir un rôle à jouer et j'aimerais pouvoir rejoindre la dynamique. Voilà, moi, je vais m'arrêter là. J'ai peut-être déjà été trop long, je n'en sais rien. Et je répondrai avec plaisir aux questions que vous souhaitez. Merci à vous tous. Merci Vincent, un tout grand merci en tout cas pour ce partage. Alors, comme Vincent vient de l'expliquer, il y a donc d'autres personnes qui sont sources du projet. Alors, je propose de céder la parole à Daniel Richard de l'ASBL Sigmund, association qui rassemble les forces vives verviétoises. D'abord, en fait, bonjour à toutes et tous. Merci aux créatifs pour l'invitation et pour l'initiative. Comme responsable de Signum qui réunit, comme ça a été dit, en fait, l'ensemble des interlocuteurs sociaux, nous sommes signataires de cet appel dont Vincent vient de parler et on a déjà eu toute une série de contacts avec des personnes ressources et des personnes qui sont actives dans le milieu politique et au niveau de la conférence des bourgmestres. D'abord dire à un moment donné qu'effectivement, comme Vincent vient de le développer, il y a une nécessité et une urgence de préciser, de définir ensemble la vision qu'on veut porter et d'être précis sur cette vision. C'est un aspect du travail à apporter en fait de manière relativement urgente. Et puis, il y a des demandes en fait qui sont formulées notamment par un certain nombre de responsables et d'interlocuteurs politiques sur des projets plus précis qu'il faudrait mettre en œuvre de manière concrète, voire rapide. Et comme on a le souhait, à un moment donné, de continuer à dialoguer dans ce sens, Signum voudrait à un moment donné faire une proposition. Ce ne serait qu'une proposition très concrète sur laquelle les 20 communes francophones pourraient agir assez rapidement. Il y a dans la carte blanche deux aspects qui sont bien soulignés en termes de besoins fondamentaux de la population. Quand on a rédigé ce texte, on s'est dit, ben, tiens, l'expérience du confinement nous a porté à réfléchir à quels sont ces besoins. Et on en a identifié 5 ou 6 assez évidents, hein, l'alimentation, l'eau, la fourniture d'électricité, d'énergie un minimum, le logement, la culture et la santé. Et le projet concret qui pourrait être porté par le territoire dont on vient de parler pourrait à un moment donné se saisir en fait, de certaines opportunités qui doivent être saisies assez rapidement. Je pense par exemple à des projets de type FEDER, je pense en fait à la DPR et ce qu'elle contient, donc la déclaration de politique régionale, et à des projets qui pourraient à un moment donné être mis sur la table, concerneraient à la fois l'énergie et le logement. On sait en fait que ce sont deux défis qui sont immanquables, et on sait aussi en fait que la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. L'idée, en fait, ce serait de dire, est-ce que parallèlement, en ayant deux fers au feu, à la définition en fait, d'un projet qui tournerait autour de la question de la transition et du territoire, est-ce qu'on ne pourrait pas se mettre autour d'une table pour dire il y a un projet à déposer en termes de performance énergétique, au moins des bâtiments publics, voire y compris en fait, des bâtiments privés. Et on sait qu'en fait, en travaillant en fait, dans ce sens-là, on ne perdra pas son temps. Très concrètement, ça veut dire à un moment donné porter des projets d'isolation, que ce soit au niveau des toitures, que ce soit au niveau de la huisserie, et voir aller plus loin en termes de transition énergétique en développant sur des bâtiments publics des centres de production d'énergie. Ça veut dire aussi en fait que dans ce type de projet, investir, c'est gagner de l'argent, puisqu'en fait, c'est des économies d'énergie qu'on souhaite. Alors, quel est le sens de le faire en fait, sur un territoire comme celui des 20 communes francophones? C'est de se mettre en chemin en fait, dans des démarches en fait, de supracommunalité, parce que nous avons, en tout cas c'est la conviction chez Signum, nous sommes persuadés en fait, que c'est au niveau en fait, de la supracommunalité qu'on pourra avancer vers plus d'expertise, un partage de plus de moyens et sans doute plus d'efficacité. Alors, comme porte-parole des interlocuteurs sociaux, je voudrais rappeler à l'ensemble des intervenants qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui devraient être mobilisés dans un projet très concret comme celui-là. Rappeler en fait que l'arrondissement de Verviers, le premier secteur marchand de l'arrondissement de Verviers est celui de la construction, qu'il y a sans doute avec les acteurs de la construction un certain nombre de travail à réaliser pour les préparer à un moment donné à ce type de marché, que le Forum
dispose d'un certain nombre d'outils de formation en fait, dans la région verviétoise, que ces outils sont mobilisables en fait, dans un projet comme celui-là, mais que si on imagine en fait, des projets en fait, qui seraient supracommunaux, portés en fait, par un ensemble d'acteurs, et pourquoi pas les 20 du territoire, il y a une réflexion à avoir aussi sur le fait que les marchés publics qui seraient ouverts doivent pouvoir en fait, retomber et alimenter en fait, les acteurs locaux. Ça postule à un moment donné qu'il y ait une réflexion sur les cahiers des charges, d'où en fait l'intérêt de travailler en termes de supracommunalité. Je parlais tout à l'heure de partage d'expertise. Il y a à réfléchir sur la fragmentation d'un certain nombre de marchés pour permettre à un maximum d'acteurs du territoire de répondre en fait à ces marchés publics et vous dire à un moment donné que ce type de démarche existe déjà. Et je pense singulièrement à ce que réalise actuellement, dans une certaine discrétion, je dois bien le dire, la SWDE, basée à Verviers, qui a travaillé avec les acteurs de la filière eau pour les préparer à un moment donné, les acteurs wallons, là, on est sur une autre dimension du territoire, pour les préparer à répondre en fait, à ce type de marché public. Donc l'idée, c'est que c'est possible et qu'il y a à un moment donné une possibilité de mobiliser l'ensemble des acteurs. La question est de savoir, est-ce que nous serions les premiers en fait, à s'inscrire dans ce type de démarche? J'ai envie de dire, ça n'a aucune importance et on ne serait pas les premiers. Il y a des exemples en fait, à regarder du côté du NO, et je pense par exemple à l'intercommunal de développement YTEC à Charleroi, qui développe déjà ce type de projet, non pas en mobilisant des fonds régionaux, enfin quoique, ou le FEDER, je ne pense pas, mais qui travaille dans d'autres mécanismes, notamment ceux du tiers investisseur. Je crois à un moment donné qu'on pourrait associer dans ce type de démarche, s'il y a une volonté pour la faire, effectivement notre intercommunal de développement, l'ASPI, pour à un moment donné épauler et encadrer les acteurs locaux dans un projet qui serait en fait un projet qui aurait des effets de levier à la fois dans le secteur de la transition énergétique, à la fois dans le secteur de l'économie, puisqu'à un moment donné, si l'idée est bien de faire retomber le bénéfice en fait, de ces investissements vers les acteurs locaux, et à un moment donné au niveau énergétique, puisque, comme je vais répéter ce que je disais tout à l'heure, toutes les énergies qui ne sont pas consommées, c'est ce qui est de mieux. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est bien de savoir, est-ce que nous sommes en capacité de relever en fait ce défi économique, ce défi énergétique, ce défi lié à la transition et à la satisfaction en fait de besoins qui sont des besoins fondamentaux liés au logement et à l'énergie. Nous sommes face à des opportunités. Je dis à un moment donné, il y a des dossiers FEDER qui vont devoir être rentrés dans les prochains mois, les prochaines années. Il y a en fait des possibilités de financement du côté de la région. Nous avons à un moment donné un certain nombre d'acteurs économiques de terrain. J'ai dit qu'en fait, le premier secteur marchand de l'arrondissement, c'est le secteur de la construction. Nous avons en fait les possibilités de faire retomber les investissements dans un projet de cet ordre vis-à-vis en fait des acteurs locaux et donc de l'ensemble en fait de la population. Nous disposons d'une agence de développement qui est mobilisable. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui nous manque? Et c'est là, à un moment donné, le sens de notre interpellation. Ce qui nous manque, en fait, c'est peut-être une volonté commune. Ce qui nous manque, c'est peut-être, à un moment donné, une décision. Ce qui nous manque, c'est peut-être l'envie, en fait, de passer à l'action. Je pense que le type de projet, comme celui que je viens, en fait, d'essayer d'exposer de manière très schématique, on peut en trouver plein, en fait, dans l'arrondissement, parce que l'arrondissement dispose de plein de ressources. La question est vraiment, à mon sens, une question de volonté. Et je pense en fait que c'est aussi une interpellation à l'égard du monde politique qui est celui en fait, de nos municipalités, de nos communes. L'interpellation étant de dire pourquoi est-ce qu'à un moment donné on ne se met pas ensemble autour d'une table pour essayer en fait, d'être plus efficace par rapport en fait, à toute une série d'opportunités qui se trouvent en fait, devant nous. C'est un peu l'appel de cette carte blanche. Très concret, puisque, je répète, je pense que la priorité aux yeux de Signum, c'est effectivement d'être au clair sur le projet qu'on veut développer à long terme, mais à un moment donné, aussi de ne pas laisser passer un certain nombre d'opportunités. J'ai essayé de tenter un exercice
au départ, en fait, de deux aspects qu'on évoquait, l'énergie et le logement, en disant, je pense qu'on a tous les outils en fait pour mettre en œuvre quelque chose qui sera favorable en fait au territoire, quelque chose qui s'inscrit dans la philosophie globale à préciser de cette carte blanche, mais qui est concret et urgent. Merci Daniel, merci pour ton intervention. Alors nous, au Hub Créatif de Verviers, on aime toujours croiser les regards et je trouve que l'intervention qui va suivre de Roger Hoffman est un regard plutôt entrepreneurial puisqu'il est président de J'aime entreprendre, un groupement d'entreprises, mais il a aussi la casquette de chef d'entreprise, l'entreprise Hoffman et Dupont. Alors, son entreprise a pour objectif de faire des économies d'énergie via la thermographie et la filtrométrie. Et donc, on va voir le regard, je dirais, plutôt entrepreneurial sur la question qu'on se pose ce matin. Je remercie Daniel pour son plaidoyer pour l'économie d'énergie d'ailleurs, puisque ça fait quand même à peu près 20 ans que je me bats dans ce secteur-là et je peux vous dire que pour faire comprendre les choses, c'est tout sauf évident. Avec le premier frein, et je tiens quand même à le souligner, c'est que très souvent, les entrepreneurs en construction considèrent que bien travailler, c'est perdre de l'argent. C'est malheureux, c'est comme ça, et donc on n'a pas d'obligation de résultat dans le secteur de la construction, on n'a que des obligations de moyens. Et donc là, c'est un véritable frein à lever. Certaines entreprises excellent dans la qualité, mais d'autres, par contre, sont très, très loin du cas. Je peux citer des exemples, bâtiments publics totalement rénovés, obtenu toutes les primes, et quand tout est rénové et que tout est fini, ils consomment plus qu'avant, et c'est un gros bâtiment public dans notre arrondissement. Donc voilà, ce sont des cas très fréquents sur lesquels on nous appelle en expertise. Donc merci Daniel pour ton plaidoyer. Alors là, on le soutient à 100%. Ce que je voudrais dire, c'est peut-être plutôt parler de concret, de choses pour lesquelles J'aime entreprendre a eu la possibilité d'activer ou pris conscience, en tout cas, d'un gros problème à la base, et ça va rejoindre le sujet de l'énergie et de l'économie circulaire. C'est par exemple les bois scolités. On s'est aperçu très vite qu'il y avait un énorme problème en Europe, essentiellement en Allemagne où la situation est gravissime. Les paysages ne sont plus verts, ils sont roux, et ce à 30-40 km au-delà de nos frontières, donc c'est tout près de chez nous. Bon, la problématique, elle est probablement liées aux choix qui ont été faits, mais aujourd'hui essentiellement au changement climatique. Ce sont des insectes qui prolifèrent par le réchauffement climatique. Maintenant, ces insectes, ces scolites, à mon avis, ça ne va pas être le seul ravageur qui risque de nous arriver. Et donc, J'aime entreprendre, c'est poser la question de savoir, mais tiens, que se passe-t-il dans ce secteur? Comment peut-on réagir face à cette problématique? Il faut savoir que 50% des bois, je schématise, sont publics, les 50 autres sont privés. Le DNF fait un travail par rapport aux bois publics, à la satisfaction des communes, semble-t-il, et donc c'est formidable. Malheureusement, pour la partie des 50 autres pourcents privés, je dirais que fera le DNF lorsque les bois privés qui entourent les bois publics seront tous attaqués, et je pense que là, on n'aura pas de moyens. D'où l'idée initiale était de créer un plan qui vise à réagir très rapidement, c'est-à-dire à mettre en œuvre tout ce que l'on peut mettre en œuvre pour pouvoir identifier très tôt les bois scolités, les scier, les extraire et les stocker. Ça étant la première partie, la valorisation des arbres étant la seconde. Alors, ce premier plan, on l'a initié sur les communes de Wem et Malmedy, puisque J'aime entreprendre est essentiellement actif sur ces deux communes. Nous avons participé à une réunion, enfin nous avons organisé une réunion le 8 juillet. Et cette réunion, il y avait une foule de gens de compétences autour de la table, dont les parcs naturels, le DNF, l'Office wallon économique du bois, l'Observatoire wallon de la santé, des scieurs, donc les professionnels du secteur étaient représentés. C'était très intéressant. Bon,
Conclusion de cette réunion, décision prise par GEM Entreprendre, on introduit le dossier via un appel à projet qui s'appelle Biplanet. Biplanet est un projet qui est initié par Elia sur 5 communes. La réflexion, donc 5 communes sur les communes de Malmedy, Stavelot, Trois-Ponts, Stoumont et Spa. Et donc, nous avons très vite compris que si nous initions un projet sur Malmedy, bien, les financements auraient été extrêmement réduits. Donc, on a proposé à Trois-Ponts et Stoumont d'intervenir dans cette initiative. Ils ont été très intéressés. On a continué à creuser la question et puis on s'est aperçu très vite qu'en fait, l'intérêt pouvait porter avec un financement beaucoup plus intéressant sur les 5 communes. Et toujours dans le cadre d'un financement ELIA. Et donc, c'est ce qui est aujourd'hui en train de se faire, c'est-à-dire qu'il y a un projet beaucoup plus vaste qui va être généré sur un dossier qui s'intitule la forêt résiliente, avec d'autres problématiques, bien entendu, qu'uniquement ces bois scolités, avec des notions paysagères, culturelles, donc c'est quelque chose de relativement vaste. Et qui intègre à peu près toutes les perspectives que nos forêts peuvent nous apporter. Il faut bien entendu pour cela qu'il y ait une réflexion des collèges, une réflexion concertée, c'est une imposition. Et donc, voilà, le dossier, il n'y a pas de date limite pour ce dossier, donc on a intérêt à bien le préparer, je pense, et on va avancer sur quelque chose qui me paraît en tout cas plus intéressant que notre première idée des bois scolités. En tout cas, plus vaste et plus générale. La seconde partie du projet, ce sera bien entendu, à un moment donné, la valorisation de ces bois, de ce qu'on peut ressortir des forêts. Si on se dépêche, certains bois garderont des capacités physiques pour être utilisés dans le bâtiment. Si on traîne, on n'aura plus que la possibilité de faire de l'humus ou de le valoriser sous forme énergétique. Et donc voilà, donc c'est également très important de pouvoir faire un plan de réaction qui soit efficace et qui va demander forcément l'adhésion d'énormément d'acteurs. Donc ça, c'est pour cette problématique. Peut s'en suivre par rapport à la biomasse générée. Ben, effectivement, production d'humus, production énergétique, donc base énergétique pour éventuellement les bâtiments publics et pourquoi pas justement avec ces quantités phénoménales qui risquent d'être générées, ne pas justement adopter une politique qui serait commune à l'arrondissement. Je pense que le sujet intéresse en tout cas toutes les administrations. Voilà pour la première phase. De là, pour moi, il faut définir un plan plus stratégique, avoir une vision stratégique, énergétique. Et je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que la demande par Karine de vous d'inscrire des mots-clés. Je ne suis expressément pas intervenu avec un mot-clé parce qu'il en manque un, c'est l'énergie. Et comme le dit Daniel, c'est tellement important, malheureusement très peu de gens en ont conscience, de simplement par le fait qu'elle nous paraît tellement naturelle et tellement peu chère qu'on ne s'en inquiète même plus. On ne sait pas que le pic du pétrole est passé depuis 2008. On ne sait pas que le PIB mondial, la courbe du PIB mondial, colle parfaitement à la disponibilité en combustibles fossiles. Et donc, il n'y a aujourd'hui pas de prise de conscience que cette disponibilité diminuant, le PIB et ce mirage de croissance est un véritable rêve. Et donc voilà, c'est un problème dont il va falloir tenir compte. La réduction des consommations d'énergie, comme on l'a dit, moins on en consomme, mieux c'est. Malheureusement, on ne saura pas faire de notre monde un moins d'énergie. Et tout ce que nous n'aurons pas, nous devrons le forcer, nous devrons retrousser nos manches et le faire de façon humaine et avec tous les moyens possibles et imaginables, mais en favorisant l'énergie renouvelable, je dirais.
mobilité est un problème. L'électricité étant une fraction de cette partie énergétique, c'est également un souci pour une raison très simple, c'est qu'à un moment donné, il y a très longtemps, me semble-t-il, quasi un quart de siècle, on a décidé de sortir du nucléaire et on se retrouve avec des centrales vétustes, j'appelle ça les vieilles casseroles, qui fuient de toutes parts au niveau de l'eau des piscines. Toutes les piscines de Tihange fuient. Je ne vous fais pas le dessin de la pollution. Où va cette eau? On n'en sait rien. D'ailleurs, il y a un nouveau projet, il y a un projet de nouvelles piscines sur lui. Bon, ben voilà, il va bien falloir qu'il bouge à un moment donné, même si la centrale s'arrête, ça nous posera un problème. Il faut savoir que dans une centrale comme Tihange, il y a à peu près 10, donc il y a du combustible pour 18 centrales. Imaginez-vous un accident là-dessus, la catastrophe que ça peut être. Donc voilà, il va falloir travailler pour réduire nos appels en matière énergétique, en matière électrique également. Et ce que je regrette profondément, c'est que dans le débat public, on n'entend jamais parler de réduction ou d'économie d'énergie électrique autre que par le remplacement d'ampoules anciennes par du LED. Il n'y a quasi aucune information sur le domaine, alors que toute une stratégie peut être mise en place, ne fût-ce que par le délestage. On entend parler de blackout en hiver, mais jamais personne n'a parlé de recenser tous les groupes électrogènes sur le territoire et voir de quelle manière les piloter en cas de problème. Voilà, donc on est dans le vague, on est dans le vague total, on est dans un confort qui risque véritablement de nous péter à la figure, voilà, pour le dire très clairement. Et donc voilà, il reste que tout ceci revient également à nous ramener à de l'économie circulaire. Pour l'anecdote, j'ai acheté une vieille maison du 18e à Malmedy, maison en torchis dans la rue historique. Et je me suis aperçu, en regardant la toiture pas plus tard que ce week-end, en vue de l'isoler, que les chevrons de cette toiture étaient de la récupération. Donc on est au 18e, début 1700, et les matériaux utilisés sont des matériaux qui ont été utilisés dans un autre bâtiment. Donc on ne sait pas quel âge ont ces arbres. Elles ont peut-être déjà été utilisées une ou deux fois avant d'arriver là. Et donc il faut impérativement, et ça à mon avis les entreprises sont déjà en éveil sur cette possibilité-là, réutiliser les matériaux du mieux qu'on peut, de la façon la plus efficace possible, et surtout en consommant très peu d'énergie. Donc c'est véritablement, à mon avis, l'énergie qui va nous poser le plus grand problème à l'avenir, en ce compris, bien entendu, le réchauffement climatique, qui en est jamais que la conséquence. Voilà, je ne pense pas avoir d'autre chose à dire, si ce n'est à répondre à vos questions. Merci bien. Merci Roger, merci pour ton intervention. Alors nous allons entendre la dernière personne source de ce projet, Alain Baudson qui est président de l'instance bassin et qui va nous partager son regard sur le territoire en transition. Bon, bonjour à toutes et à tous. Ce n'est pas toujours évident de passer après trois orateurs comme on a eu la chance d'écouter, mais je vais essayer de faire le possible. Donc, peut-être d'abord, avant toute chose, peut-être dire c'est quoi l'instance bassin, parce que peu de gens savent de quoi on parle quand on parle d'instance bassin. Donc, la terminologie exacte, c'est l'instance bassin, enseignement, formation, emploi. Donc, on parle bien de trois axes qui sont la formation, l'enseignement et l'emploi. Ça a été créé en 2015, donc il y en a 10 en communauté française, 9 en Wallonie et une à Bruxelles. Et c'est depuis 2015 que ça a été mis en place. Et on fait des recommandations à 6 ministres, 3 à 4 fois l'année, au sein des conseils économiques, puisque les 2 ministres de l'emploi, bruxellois, wallon, au niveau de la communauté française d'enseignement, mais aussi les ministres de l'économie, par exemple, au niveau wallon, suivent nos travaux, puisque l'objectif des instances bassins, en dehors de
mettre le monde de l'enseignement, le monde de la formation, le monde des interlocuteurs sociaux autour de la même table pour réfléchir à un devenir d'un bassin. Donc, un peu ce qu'on est en train d'initier ici, mais plus dans le cadre à ce moment-là de la formation et de l'emploi. La méthodologie est toujours la même. On organise des rencontres sectorielles. On essaie de voir avec les secteurs quels sont les besoins. Donc, les besoins en formation, évidemment. Et on fait remonter cela, les recommandations, on les fait remonter au niveau des différents gouvernements et des différents ministres. Et au niveau local, on essaie de voir comment pallier à ces besoins actuels, besoins futurs, par la mise en place soit de nouvelles orientations au niveau scolaire, soit au niveau de la formation, de nouveaux modules de formation pour adultes au niveau du bord de la formation. Adultes ou pas, puisqu'il y a les FAPMI, évidemment, ce n'est pas toujours des adultes, c'est des fois des adolescents. Voilà. Pour un petit peu remettre le bassin dans le contexte, donc évidemment, quand on parle de développement économique, quand on parle d'un schéma, quand on parle de nouveaux métiers, il va falloir aussi y réfléchir en termes de formation et en termes d'orientation, peut-être même au niveau scolaire, à l'avance. Donc le bassin, tous les 3 ans, sort un rapport analytique et prospectif. Donc analytique et prospectif, il y a 2 mots, il y a surtout l'analytique. Donc, vraiment de faire le relevé de tout ce qui existe de manière exhaustive sur notre territoire en termes d'enseignement et de formation, mais aussi prospectif. Prospectif, c'est de voir à un moment donné comment est-ce qu'on peut essayer d'anticiper aujourd'hui des besoins qu'on aura dans les années à venir, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on dit en tout cas que 80% de nos enfants qui rentrent en secondaire feront un métier qui n'existe pas encore. Et donc, quand on parle de prospective dans la formation et dans l'enseignement, c'est très compliqué puisqu'on ne sait pas encore de quel métier on parle. Mais surtout, la lourdeur pour pouvoir mettre en place certaines formations et surtout dans l'enseignement peut prendre le temps que ce métier disparaisse. Il faut passer par les FMQ, il y a toute une démarche administrative à faire. Donc, on essaye vraiment de simplifier au plus ce genre de choses. Et on peut prendre quelques exemples. Hein. Au début de l'instance bassin née, rapidement, on s'est rendu compte que de plus en plus, nous avions dans notre arrondissement des projets de maraîchage. Avoir un projet de maraîchage, ça veut aussi dire avoir un projet de formation derrière, peut-être pour des maraîchers. Mais, pas uniquement l'instance bassin, mais différents acteurs de l'arrondissement de Verviers ont porté, en tout cas, un projet pour qu'il y ait une nouvelle entreprise de formation par le travail sur notre territoire. Et Capter est né à Stavelot, a eu la reconnaissance, il faisait déjà la formation, ce qui permet maintenant de former des maraîchers. Et quand on sait qu'il y a une multitude de projets de maraîchage qui se fait, mais aussi, et ça peut être aussi un des projets d'ailleurs de la sortie de cette carte blanche, c'est qu'on sait aussi par exemple qu'il y a beaucoup de terres agricoles dans chaque commune qui ne sont pas utilisées aujourd'hui, qui ne sont pas... donc, dont on laisse à l'abandon. Donc, pourquoi pas, à un moment donné, imaginer des collaborations entre la formation, entre les communes, pour peut-être faire du maraîchage sur cette terre qui permettrait peut-être, in fine, d'avoir des produits locaux, pas spécialement bio, mais pourquoi pas aussi bio, dans nos cantines scolaires de ces mêmes communes. Donc, je veux dire, il y a peut-être des projets qui peuvent naître à travers cet aspect, je prends le cas du maraîchage. On a parlé beaucoup, dans les mots que j'ai vus, de territoire, d'innovant, vert, prospective, résilience, évidemment, c'était le premier qui sortait. Mais donc, on a déjà abordé l'aspect du territoire, mais au terme de l'innovant, il est évident que quand on voit au niveau de la construction, en revenant sur ce secteur-là, qui est
comme Daniel l'a dit, c'est le plus gros secteur non marchand de notre arrondissement. Il y a des innovations tout le temps au sein de ce secteur-là. Et je ne suis pas certain que toujours les lieux de formation puissent suivre cette innovation. Donc, il faudrait aussi peut-être à un moment donné réfléchir à comment articuler la formation et l'enseignement par rapport à essayer d'anticiper encore une fois les nouvelles technologies et les nouvelles techniques qui vont se mettre en place. J'avais été visiter une EFT, Isocel, ici à Verviers. Moi, j'avais été subjugué de voir déjà les techniques qu'ils utilisent dans une entreprise de formation par le travail, qui sont quand même à la pointe par rapport à l'isolation et d'autres choses. Donc, je pense qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place au niveau de cela, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense aussi qu'un des projets porteurs qui pourrait être pour notre arrondissement, c'est tout ce qui touche l'axe tourisme, patrimoine et culture. On a organisé avec l'SBL Signum, d'ailleurs, il y a quelques semaines maintenant, quelques mois, une journée de réflexion dessus. Force était constatée que les acteurs ne se parlent pas, ne se connaissent pas. Et donc, c'est aussi peut-être une des premières choses qu'il va falloir mettre en place, c'est arriver à mettre des acteurs autour d'une table, qu'ils apprennent à se connaître. Et je prends l'exemple du bassin. Hein. Daniel était présent d'ailleurs. La première fois qu'on a mis les enseignants autour d'une table, c'était, je peux vous avouer, surréaliste. Il y a des années que je fréquente un peu tous les secteurs et tous les milieux via mon boulot. Je n'avais jamais vu ça, jamais. Des acteurs qui sont des fois voisins, non seulement ne se connaissent pas, mais sont méfiants un de l'autre, ne se parlent pas. Et quand ils se parlent, ils utilisent tellement de jargon qu'il n'y en a qu'eux qui peuvent se comprendre. Et donc, aujourd'hui, ces mêmes acteurs, 5 ans ou 6 ans plus tard, travaillent ensemble, montent des projets ensemble, n'ont plus aucune crainte envers l'autre parce qu'ils ont appris à se connaître. Et je pense que notre territoire, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde associatif, que ce soit dans quoique le monde associatif, tout le monde se connaît à peu près, mais dans une multitude de secteurs, peu de gens se connaissent ou se rencontrent, et c'est peut-être une des priorités à faire. Et je rebondirai en disant que pour moi, il faut impérativement demain que nos responsables politiques, nos femmes politiques, nos hommes politiques puissent avoir, en tout cas pour moi, 3 choses. Un, qu'au niveau local, on ne s'arrête plus à la frontière de sa commune. Il faut vraiment qu'on puisse aller en dehors de cette frontière et se dire que ce n'est pas parce que je pose un projet, mais qui serait peut-être mieux dans la commune voisine, que je ne veux surtout plus en parler pour ne pas donner une petite supplément à une commune voisine. 2, idéologiquement, il faut qu'on arrête aussi au sein des partis. Il faut que tout le monde se lève les manches, quel que soit, bien évidemment, sauf l'extrême droite, mais ça vous l'aurez compris, je parle des partis démocratiques ici, évidemment, qu'ils sortent de leur pensée, de leur schéma pour vraiment travailler ensemble. Et le troisième, c'est qu'il faut sortir d'un agenda électoral. Il faut pouvoir imaginer des projets à 10, 15 ans. Alors, on parlait de projets tout à l'heure qui sont beaucoup plus proches. Si on prend l'axe FEDER, ben ce seraient des projets qui pourraient se réaliser de manière plus proche. Mais pour certains projets, il va falloir peut-être attendre 10, 15 ans pour les voir venir. Donc, les acteurs d'aujourd'hui ne seront peut-être pas les acteurs qui verront sortir ces projets de terre dans 10 ans, dans 15 ans. Et ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas y bosser aujourd'hui, quoi. Je dis souvent, ce n'est pas parce qu'on n'aura peut-être pas des gommettes à mettre sur son veston quand on va se présenter devant les électeurs qu'on doit dire « on ne le fait pas maintenant ». Et malheureusement, j'ai déjà entendu ça dans pas mal chez pas mal de responsables politiques de notre arrondissement. Voilà, moi je dis qu'il faut, au niveau de l'enseignement, en tout cas, c'est structuré maintenant au niveau de l'enseignement de la formation. Il y a une vraie structuration derrière pour essayer d'amener la pierre à l'édifice. Il y a une méthode qu'on a utilisée depuis 5 ans qui, je pense, a déjà porté ses fruits. Et voilà ce que nous, en tout cas, on voulait apporter au niveau de notre soutien, de notre signature au sein de cette carte blanche. C'était notre méthodologie et notre pertinence, enfin, notre véhicule plus vite.
Je ne sais pas si... Oui. Je ne pense pas avoir peut-être utilisé les 10 minutes, mais Merci Alain. sur le Merci. débat, c'est mieux. Merci. En fait, on va procéder à un temps d'échange et de questions. Donc, je vous rappelle qu'il y a l'onglet Converser. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la rencontre conférence. Et donc, maintenant, on a une première question qui provient de Guido de Rome. Qui pourrait nous donner une approche globale plutôt que secteur par secteur? Qui pourrait éventuellement intervenir sur une approche globale plutôt que secteur par secteur? Moi, je veux bien donner une réponse qui n'est pas une réponse de Normand, mais je dis que c'est un des enjeux majeurs, c'est d'avoir une approche systémique. Alors, on est toujours avec des mots compliqués. C'est le système global qui, je veux dire, un mot plat qui déconne. Et c'est clair que quand on série ou quand on approche, quand on cloisonne les choses de façon thématique, on ne répond pas au dysfonctionnement du système. Et donc, c'est pas simple, parce que qui dit système dit complexité. Or, on est dans un monde où on a l'impression que tout est urgent et qu'on n'a plus le temps de prendre le temps, donc on a une tendance à évacuer la complexité. Et ça, c'est un problème de fond. Et je pense qu'il n'y a pas énormément de ressources, il y en a, hein, localement certainement, et à l'extérieur aussi, mais qui sont férus de systémique et qui sont aussi des bons pédagogues, parce que c'est pas simple. Maintenant, moi, je pense que nous pensons du côté du RATAV avec le Conseil de politique alimentaire, qui lui-même est complexe aussi, hein, c'est une des réponses et un des biais pour y répondre, c'est d'amener justement un maximum d'acteurs différents autour de la table. Pour moi, c'est aussi l'essence même du développement durable. Si on mélange, et c'est comme ça aussi qu'on est créatif d'ailleurs, c'est que quand on est entre soi, entre ingénieurs, entre médecins, on ne pense que comme des ingénieurs ou des médecins ou des menuisiers ou des maraîchers, hein, enfin peu importe. Et quand on s'ouvre à des manières de voir différemment la situation, on change de regard, on change de posture, et c'est là qu'on alimente la réflexion pour l'élargir et finalement toucher aux autres secteurs. Donc je crois que c'est un des ingrédients indispensables, c'est de mettre autour de la table non pas des experts qui ont les compétences établies sur papier, mais les utilisateurs au quotidien des besoins fondamentaux et de ce qui leur permet d'y répondre. Parce qu'eux ont leur expertise de terrain. Il y a énormément d'expertise qui existe, d'ailleurs, actuellement chez les citoyens. Il faut aller les chercher, il faut faciliter l'émergence de toute une série de projets un peu alternatifs. C'est ce qui va alimenter la réflexion. Et juste peut-être pour faire un petit clin d'œil à l'intervention de Roger tout à l'heure, évidemment que le changement climatique, c'est quelque chose de crucial et de fondamental. Évidemment que les enjeux énergétiques le sont également. Moi, je pense que le premier enjeu, c'est d'abord d'amener les gens, les hommes et les femmes que nous sommes, à travailler ensemble. Et Alain a un peu terminé avec ça dans son petit speech. Quel que soit l'horizon et l'idéologie, à réapprendre à travailler ensemble. Ça, c'est le premier enjeu. Parce que si nous n'y parvenons pas, les changements climatiques, les problèmes énergétiques, on ne les résolvera pas. Ça, c'est ma conviction personnelle profonde. Ah, voilà, une réponse de semi-normand d'Irando. Alors, on a une réaction aussi par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, oui, à l'approche systémique, pourrait-on par exemple rédiger avec toutes les parties en présence un référentiel de base, forme de livre blanc, afin de coordonner une approche globale? Alors, est-ce que ça te semble possible ou... Bien sûr, bon, je ne vais pas monopoliser les réponses. Daniel a peut-être quelque chose à dire, ou Roger ou Alain également. Bien sûr que c'est l'idée, mais je pense qu'on doit toujours travailler, selon moi, à différents niveaux. Je parlais tout à l'heure, et c'est un peu la même chose ici, du besoin de concret. Les gens, pour avoir envie de s'engager dans quelque chose qui va prendre du temps, s'il n'y a pas un minimum de concret, ils ne le feront pas. Néanmoins, céder à l'urgence du concret et oublier la vision sur le long terme et ce qui cadre la concrétisation des actions, pour moi, ça ne fonctionnera pas non plus. Mais c'est un peu la même chose ici. Avec l'approche systémique, elle est alimentée par tout ce que les réflexions thématiques apporteront comme contenu, sachant que la volonté, c'est d'alimenter ce livre blanc et de faire des connexions. Donc, si on a ça en permanence comme balise dans la manière de travailler en sous-groupe thématique, qui est des moments clés de mise en commun des résultats des uns et des autres, et qu'à ce moment-là, on ait cette volonté de coécrire ce livre blanc,
comment dire, on mettra en place l'écriture de cette vision commune en même temps. Hein. Donc, pour moi, c'est tout à fait l'option. Tout à fait, oui. On a également des questions. On a également reçu des questions par mail. Je vais céder la parole à ma collègue, collaboratrice Delphine Poutz du Hub Créatif de Verviers et chargée pour la ville de Verviers, qui va nous partager ces questions qu'on vient de recevoir par mail. Yes, voilà. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Je regarde. Oui, c'est top. Alors, nous avons une question d'André Langor qui pose le quid de l'adhésion des 20 communes, alors que la commune ne parvient pas à s'associer à un autre type de programme, comme le programme communal de développement rural, par exemple, ou le PCDR et autres programmes. Donc, je pense qu'il pose le quid d'ensemble sur comment rallier les 20 communes. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Alain? Active ton micro, Alain. Non, mais je ne sais pas l'activer, hein. Moi c'est extérieur qu'on active. Donc, répondre vraiment comment, je n'ai pas le comment concret. Par contre, lorsqu'on rédige une carte blanche et qu'on a plus ou moins 700 personnes qui signent cette carte blanche, donc je n'ai pas eu les chiffres depuis la semaine passée, peut-être que ça a été plus maintenant, et peut-être que ça va encore être plus après ce débat. Je pense quand même que c'est un peu une approche différente quand on va rencontrer les différents représentants politiques pour leur soumettre, en tout cas, l'idée de travailler ensemble au niveau, avec une méthodologie à travers ça. Alors moi, je ne dis pas que c'est gagné d'avance, jamais je ne le dirai, mais à travers les échanges qu'on a déjà eus avant ou pendant la rédaction ou juste après la rédaction de la carte blanche, on pense quand même qu'il y a aujourd'hui, sur notre arrondissement, des femmes et des hommes politiques qui ont envie de monter dans le train et de réfléchir à cela. Je pense aussi qu'on a une nouvelle génération qui commence à voir le jour dans notre arrondissement au niveau politique, et peut-être que c'est une chance aussi d'avoir des personnes qui sont plus sensibilisées, peut-être à des thèmes comme l'innovation au niveau du territoire, la résilience ou autre, ont peut-être été plus sensibilisés à cela. Et donc, ça pourra peut-être être aussi un atout. Mais moi, je n'ai pas de baguette magique. Mais quand je vois ce qu'on a réussi à faire avec certains publics qui ne se parlaient pas et qui n'avaient pas spécialement envie d'un jour travailler ensemble, j'ai confiance pour me dire que dans les années à venir, ça ne se fera pas en 6 mois, hein, une confiance pourra s'installer au sein des différents représentants politiques de notre arrondissement et qu'on laissera la parole à tous, parce que ça aussi, il faut vraiment que toutes les communes, quelle que soit leur taille, puissent évidemment prendre leur part et être entendues quand il y a des échanges entre eux et entre nous. Et je pense que ça va permettre de créer cette confiance nécessaire pour travailler ensemble. Si je peux me permettre de rajouter un petit peu, merci Alain pour ton intervention, je vais aller dans le même sens que toi et je vais reprendre un peu l'exemple de Roger. On ne parle pas là de gens qui sont payés pour faire de l'animation territoriale, on parle d'un groupement d'entrepreneurs qui se saisit d'un problème qui initialement était imaginé sur 2 communes et qui finalement va être porté par 5 communes. Si je fais le lien avec un projet qu'un de mes collègues du GAL porte au niveau des bocages du Pays de Herve et de la valorisation des bocagères à des fins de plaquettes, mais on réunit d'autres communes potentiellement du territoire dans un projet de valorisation de plaquettes avec un mix de plaquettes forestières et bocagères. Donc, je pense qu'un des moyens de réunir les communes, c'est d'amener les personnes ressources que j'ai citées tout à l'heure et peut-être d'autres à jouer un rôle de facilitateur et d'amplificateur de tout ce qui se fait à un endroit, mais qui peut servir à un autre. Je vais prendre un tout petit exemple que j'ai vécu personnellement. Bon, il se fait que j'accompagne également le PCDR de Malmedy. Et en réunion avec Simon Dethiers, un des échevins lundi, on en est venu à parler, toujours avec les plaquettes, mais d'un prochain projet qui va voir le jour à Malmedy de chauffage au bois via plaquettes. Et je lui ai demandé s'il était d'accord de transmettre le cahier des charges
du projet en question, Astumont, Tanguy Ouéra étant dans la volonté de concrétiser lui aussi un projet du même genre, mais ayant, hélas, lui, par contre, une commune beaucoup plus petite et donc moins de ressources en interne. Et ça, c'est notre rôle, c'est d'amener les élus à collaborer. Simon s'est fait une joie de transmettre les informations à Tanguy parce que ça fait sens. Et donc, et là, je rebondis à nouveau sur ce que Alain a dit. Il y a, je pense, une prise de conscience des élus locaux aujourd'hui, jeunes ou moins jeunes, même s'il y a une nouvelle génération, que l'enjeu, il est quand même pas le même qu'il y a 10 ou 20 ans. Et donc, les choses sont de plus en plus difficiles à gérer. Ils sont de plus en plus attendus au tournant. Et donc, quand on peut leur faciliter la vie en prenant des exemples ailleurs et en faisant un peu d'émulation positive, je pense que, alors il y aura des rythmes différents, il y aura des résistances plus importantes chez certains que chez d'autres, néanmoins, on peut embrayer et passer la seconde ou la troisième là où on a l'impression qu'on est souvent au point mort. Enfin, c'est ma conviction et c'est ma raison d'être au niveau de mon boulot en tout cas. Daniel, peut-être, Oui. tu veux réagir? Oui, on m'entend là? Oui, oui, oui. Donc, derrière la question en fait, de savoir qui peut donner une approche globale, il y a un peu la question de la légitimité, de savoir qui peut parler en fait, au nom du territoire. Alors, moi, je suis ici en tant que président de Signum qui regroupe l'ensemble des interlocuteurs sociaux, mais je suis aussi fondamentalement un syndicaliste. Et la première réponse que j'ai envie de donner, c'est que tous les citoyens sont légitimes en fait, d'avoir une vision sur leur avenir, une vision sur de l'avenir du territoire sur lequel ils vivent. Première donnée qui me semble importante, et donc je crois que tout le monde est légitime en fait de réfléchir à son propre avenir, à réfléchir à la manière dont il veut en fait que son environnement soit celui de ses enfants et celui dans lequel il va continuer en fait à s'émanciper dans les prochaines années. Je crois que ce qui est nouveau en fait aujourd'hui, c'est effectivement tous les enjeux qui sont liés. On a parlé de réchauffement climatique, d'épuisement des ressources, de problèmes énergétiques, etc. Et donc ça rend d'autant plus légitime en fait que chacun s'interroge sur comment est-ce qu'on va vivre demain. Comme syndicaliste, je dis à un moment donné, les meilleures solutions seront des solutions collectives. Il n'y aura pas de solution individuelle et donc construisons là où on est, c'est-à-dire sur le territoire. Mais derrière en fait la question de savoir qui peut donner une approche globale, il y a évidemment en fait l'interpellation du monde politique, où là, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont fondés dans un régime démocratique à s'exprimer au nom des autres. Et donc, la démarche de la carte blanche était un peu d'interpeller ces acteurs qui ont la légitimité démocratique en disant est-ce que vous allez à un moment donné vous inscrire en fait dans la démarche des citoyens, et il y a quand même un paquet, hein, au-delà des 700 dont parlait Alain, il y a aussi toutes les institutions qui ont signé cette carte blanche. Est-ce que vous allez... Pourquoi est-ce qu'en fait on les interpelle? Parce qu'il est évident qu'à un moment donné, avec ces acteurs, on pourra aller plus vite, on pourra saisir plus facilement un certain nombre d'opportunités. Et donc, moi, je pense que par rapport en fait, à la problématique systémique, on n'évitera pas la définition, comme l'a bien expliqué Vincent, de quelle est notre vision, quelle est la vision que nous partageons sur l'avenir, comment est-ce qu'on la définit de manière précisément et de manière non équivoque entre nous pour gagner du temps après. Et ça veut dire aussi en fait, qu'on va assez rapidement devoir passer à une autre phase qui est quels sont par rapport aux enjeux qu'on définit les ressources en fait, du territoire. Et là, à un moment donné, on va avoir besoin de tout le monde pour définir ces ressources. Ce qu'on a essayé de faire ce matin, que ce soit Roger, que ce soit Alain ou Vincent, c'est de dire nous sommes persuadés que notre territoire, par rapport aux enjeux qu'on a définis dans la carte blanche, c'est-à-dire une plus grande satisfaction des besoins de base de la population, dispose d'un certain nombre de ressources, dispose d'un certain nombre de moyens. Et la question aujourd'hui, c'est comment on les mobilise dans une approche effectivement systémique, où là, à un moment donné, les enjeux vont être définis ailleurs que sur notre territoire. Là, le territoire va subir à un moment donné des conséquences de choix qui ont été faits à d'autres niveaux. Merci Daniel. Alors, on a aussi une réaction par rapport de Luc Cheffneux qui dit que l'Académie royale de Belgique tente justement de travailler sur les aspects systémiques de cette problématique hyper complexe. L'union des forces vives est fondamentale. Le problème le plus complexe est celui de la transition énergétique. Plusieurs coopératives dynamiques existent déjà sur l'arrondissement. L'ASPI et le GRE doivent absolument être activés. Alors, on a une question d'une entreprise, Gram, qui se demande en fait, quand on veut construire un projet, on a difficile de trouver des partenaires de qualité certifiés Énergie Habitat.
comment est-ce qu'on peut trouver ces partenaires respectueux? Question posée par Aurélie. Oui. Roger, peut-être? Oui, je peux peut-être répondre à la question. Donc, il y a quand même maintenant plus de 15 ans, a été créé en Wallonie le cluster éco-construction et la plateforme Maison Passive. Si on parle de projets de bâtiments, il y a moyen de trouver tous les acteurs dans ces domaines-là. Maintenant, on s'est quand même aperçu sur le terrain que la certification n'est pas une garantie de réussite. La garantie de réussite, c'est véritablement l'obligation de résultat. Si vous n'avez dans un cahier des charges pas d'obligation de résultat, vous n'êtes absolument pas certain d'atteindre les objectifs. L'objectif fixé par la région wallonne et quelque part réduit par l'Europe, c'est zéro énergie à partir de janvier 2021. Pardon. Donc, à partir de ce janvier, tout dossier déposé devra être zéro énergie. Ça veut dire globalement que vous serez dans l'obligation de compenser de façon renouvelable toute l'énergie que vous n'aurez pas su économiser et que vous consommerez. Ce qui n'est pas inintéressant, mais comment arriver à ce résultat? Aujourd'hui, ce sont des calculs théoriques. On tient compte d'épaisseurs d'isolant qui sont placées, oui, mais comment? Si un isolant est mal placé, si un isolant est bipassé par un courant d'air, l'isolant ne sert strictement à rien, mais vos calculs PEB seront super favorables, vous aurez obtenu toutes les aides de la région wallonne et vous n'aurez quand même qu'un bâtiment qui consommera. Donc voilà, c'est un peu la grosse problématique et je comprends la question, elle est pertinente. C'est tout sauf évident d'aller chercher les bons acteurs. Donc intégrer dans vos projets les obligations de résultat, et à mon avis, ça passera parce que les entrepreneurs savent travailler correctement, ça ne pose aucun problème. On a vu l'évolution, notamment sur les bâtiments clés sur porte, c'est une évolution qui est phénoménale par rapport à ce que j'ai connu quand j'ai démarré mon activité en contrôle de bâtiments en thermographie. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, bon, en tout cas, dans le domaine des clés sur porte, rares sont les bâtiments qui ne sont pas efficaces. Mais sur d'autres projets tertiaires, les bâtiments tertiaires, les bâtiments publics, ce sont des cahiers des charges qui sont rédigés par des bureaux d'études. La moindre faille au cahier des charges, elle sera forcément répercutée sur la mise en œuvre concrète. Donc un entrepreneur, pour obtenir le marché, va répondre scrupuleusement au cahier des charges, quand bien même il verra une incohérence, il ne va pas y répondre. Et donc, la mise en œuvre se fera telle que ça a été rédigé dans le cahier des charges. Et puis après viennent les problèmes à définir qui est responsable, etc. Mais pour le maître d'ouvrage, c'est quand même lui qui douillera au niveau de sa consommation énergétique. Voilà un peu résumé la question. Je vais bien un tout petit peu compléter, notamment sur l'intervention de Luc de Chefneux, avec la mention d'acteurs externes au territoire qui pourraient contribuer à la réflexion. Il est évident que moi, je ne les ai pas mis sur la carte, mais il y en a tout un paquet. Et en même temps, ne pas trop vite se soumettre, ou pas se soumettre, faire allégeance, je veux dire, à des expertises tout à fait réelles, hein, que je ne diminue certainement pas, mais qui viennent de l'extérieur, si on n'a pas pris le temps de savoir qui on est. Et donc, c'est toujours le problème du calcul, enfin, de l'équilibre entre la construction du jeu en tant que territoire et du rapport au nous, et de savoir ce qu'on veut et qu'on ne veut pas. Parce que quand on se soumet trop vite à des expertises externes, finalement, on fait un copier-coller de choses qui ont peut-être fonctionné ailleurs, mais qui ne sont peut-être pas celles que nous souhaitons. Et alors, on en vient à comment trouver des gens respectueux, des gens en ligne avec ce qu'on souhaite faire et mener ensemble. Et là, je reviens de nouveau sur les valeurs. Si on ne sait pas exactement ce qu'on veut construire comme projet ensemble, on va céder à l'urgence et à ce qui semble être sur papier, qui l'est peut-être, mais si on ne parvient pas à le challenger, on ne peut pas le certifier. Ce qui paraît être une bonne option, qui l'est peut-être, mais tant qu'on ne s'est pas posé la question de savoir, et là c'est peut-être un petit, j'aime bien toujours faire un peu de poil à gratter, hein, en toute amitié, hein, Luc, mais est-ce que la transition énergétique est quelque chose d'imaginable, ou est-ce que c'est, pour reprendre les termes de Jean-Baptiste Fressos, qui est un historien des sciences, un piège à con? Parce que ce qu'on constate actuellement, c'est qu'il n'y a pas de transition énergétique. Chaque fois qu'il y a de nouvelles énergies qui apparaissent, elles se cumulent aux autres.
Or, on peut décider d'un projet de territoire où on ne veut pas d'un cumul de consommation d'énergie, et là je rejoins un peu Roger, mais où on est sur une consommation énergétique qui est entre guillemets figée, hein, il ne faut pas non plus être complètement rigide, mais pour éviter ce cumul de consommation énergétique. Et donc, on parle beaucoup de mix, etc., mais pour l'instant, tout ça s'accumule. Donc, tout ça, c'est toujours en lien avec quel territoire veut-on. Je sais qu'au niveau de la conférence des bourgmestres, il y a eu des discussions au moment de l'implantation, enfin, de la 5G. Certains bourgmestres constatant que le débat n'était pas un débat de fond sur la 5G, oui, non, pourquoi, etc., mais était quels experts va-t-on faire venir pour nous dire si la 5G est bonne ou pas. Pour moi, on oublie l'étape fondamentale en amont et donc de nouveau, on cède à, on a une question, on doit répondre dans l'urgence parce que sinon on a l'air de quoi. Ça, pour moi, c'est fondamental. Je sais que c'est un changement de paradigme. Et c'est là, et je terminerai, je fais une autre allusion à des autres échanges entre innovation et créativité. Moi, j'ai mis dans les termes du nuage le mot adaptabilité volontairement pour ne pas mettre résilience ou transition. Créativité et innovation, ce n'est pas nécessairement la même chose. On peut innover en appliquant quelque chose de nouveau dans sa société que le voisin fait déjà. Ce n'est pas pour ça qu'on est créatif. Hein, c'est Luc de Brabander qui expliquera ça bien mieux que moi et je ne vais pas faire tout un laïus là-dessus, mais qui dit être créatif dit oser sortir du cadre pour repenser le cadre. Et c'est en sortant du cadre qu'on peut remettre en question du comment il fonctionne. Et c'est tout l'enjeu aussi d'un projet de territoire qui se veut être un projet de transition, c'est est-ce qu'on va lui laisser accepter qu'il sorte un peu, qu'il soit un peu marginal, qu'il innove, qu'il teste, et qu'on le finance quand même, ce qui se fait d'ailleurs avec beaucoup d'initiatives de terrain aujourd'hui, mais qui trouvent difficilement des financements parce que justement, elles ne rentrent pas dans des cadres bien établis et donc on ne peut pas les financer. Or, on ne peut plus être dans ce schéma-là, sinon ça ne fonctionnera pas. Et donc, c'est là qu'il faut être créatif aussi dans l'accompagnement des projets, qu'ils soient au niveau wallon. On le vit, nous, au niveau du RATAF avec l'accompagnement de la Soralfin, qui a un mandat clair et qui l'assume, c'est très bien. Néanmoins, on se rend compte qu'on gère des projets du monde d'après avec des outils du monde d'avant. On est dans ce point de bascule-là, selon nous, au niveau du RATAF, c'est notre conviction première en tout cas. Voilà, je suis un peu long, mais je ne parlerai plus, c'est fini. Donc, j'attire aussi l'attention pour rebondir sur l'innovation, que Luc Cheffneux disait que l'innovation est indispensable pour la dynamique et qu'on avait la chance d'avoir un centre de recherche efficace. Et d'ailleurs, Yves Houet était présent à la rencontre conférence, je pense qu'il est toujours là. C'est Labor qui est actif dans les domaines liés à l'économie circulaire. Donc, dans notre arrondissement, on a bien un centre de recherche, je veux dire, lié à l'innovation et qui est bien présent sur notre territoire. L'économie circulaire, l'alimentation, le bois, le textile, un atout en fait pour notre territoire, c'est Labor, un centre de recherche en innovation. Alors, je profite peut-être, il est déjà 12h28. Je pense que je vais donner encore une dernière fois la parole à Vincent. On vient de discuter, on vient de nourrir la réflexion. Je dirais, quelle est la suite, quelles sont les prochaines étapes par rapport à cette réflexion? Est-ce que tu peux nous inspirer ou nous dire quelle serait la suite? Ben voilà, moi j'ai essayé de l'évoquer rapidement dans mes slides. Nous avons la responsabilité et on doit l'assumer en tant que personne source, comme tu l'as très bien dit, Karine, de proposer un canevas pour la suite. Donc, nous allons rencontrer notamment le 29 octobre les centres culturels. L'idée, c'est de se tourner vers d'autres acteurs. Certains sont là en train de nous écouter, comme les parcs naturels, comme les ADL, etc., pour essayer de fédérer un ensemble d'acteurs qui réfléchissent au quotidien dans leur mandat professionnel ou parfois bénévolement, comme J'aime entreprendre et le Cercle Intermise le font et échangeons demain au niveau de Malmedy et de sa région, pour essayer de créer des ponts entre les différentes dynamiques qui se font soit sur des territoires différents, soit sur des approches différentes, pour se dire comment est-ce qu'on se renforce l'un l'autre et comment peut-on préparer un moment plus tout public, hein, comme je le disais tout à l'heure, sur lequel on pourrait, avec une volonté d'écrire un livre blanc systémique, mais d'aborder de façon thématique les choses pour
co-construire alors un projet qui prend l'axe alimentaire, l'axe énergétique, l'axe culturel, etc., en mettant autour de la table les acteurs concernés et en essayant de s'organiser dans des nouveaux modes de gouvernance, c'est un terme un peu générique, mais par thématique et aussi au niveau systémique. Donc voilà, c'est nouveau peut-être, ça peut paraître un peu flou, mais l'idée à nous, notre idée n'est pas de donner le ton à un rythme qui ne sera pas suivi, c'est d'emmener dans la dynamique d'autres acteurs. Le Hub créatif, merci d'ailleurs à vous pour le débat sur Télévez de jeudi et ce qui se fait aujourd'hui. Quelque part, vous êtes de facto dans la dynamique dès à présent. Vous avez confirmé, Karine, je pense, votre souhait de la continuer et d'animer l'une ou l'autre réunion thématique sur le sujet. Mais l'idée, c'est d'en amener d'autres et que chacun touche son public cible, parce que c'est clair que déjà dans nos interventions à nous quatre, vous l'avez bien compris, on parle de choses un peu complémentaires mais différentes et c'est ça qui fait la richesse du Quatuor. Mais on ne sera jamais aussi riche qu'avec un maximum d'acteurs qui vont dans la rue pour toucher certains publics ou dans des sphères, dans des cercles très fermés pour parler à des entreprises qui ne sont pas encore du tout conscientes des enjeux qui les concernent, par exemple. Et donc là, on a besoin de tout le monde. L'étape suivante, c'est d'associer un maximum de gens autour de la table en vue de l'organisation d'un forum citoyen ou quelque chose d'équivalent, très probablement. Voilà, c'est un peu le canevas proposé. Mais on est ouvert à toute autre proposition et idée, évidemment, soyons créatifs. Je ne vais pas me dénier avec ce que je viens de dire, évidemment. Merci, Vincent. Alors, ce que je vais vous demander pour clôturer cette rencontre conférence, c'est peut-être de nous partager via toujours l'onglet Converser, une action ou une initiative qui vous paraît vraiment très intéressante sur le territoire et une action qui tend vraiment vers un territoire en transition et résilient. Comme ça, on pourra avoir une source. On a déjà eu plusieurs interventions, notamment avec le centre d'innovation. Mais si vous connaissez une action inspirante ou vraiment une initiative qui est sur votre territoire, quelle que soit votre commune, les 20 communes, n'hésitez pas à nous le partager dans l'onglet Converser. Et comme je l'ai dit au début de la rencontre conférence, en fait, on va reprendre tout le contenu qui a été émis et on va le transmettre aux personnes sources de ce projet. Comme ça, elles auront déjà toutes les données. Alors, je vous remercie vraiment. Je remercie Vincent, Alain, Daniel et Roger pour leur intervention. Je vous remercie d'avoir participé. Ce n'est qu'un début, je l'espère en tout cas. Et donc, je vous souhaite vraiment une bonne après-midi et un bon lunch chez vous. Un tout grand merci à tous et n'hésitez pas à partager une action inspirante sur le forum. Merci à vous.